Je me nomme Julie Leclerc, je suis vice-présidente de la QDR de Saint-Félicien. Puis notre séance d'aujourd'hui, c'est prévenir et contrer l'intimidation, même chez les personnes aînées. Sensibiliser, informer, agir. Les buts poursuivis, c'est la préoccupation de la QDR au sujet de la violence à l'égard des aînés, offre d'informations et de pistes d'action accessibles et adaptées aux personnes aînées et à leurs proches sur le phénomène de l'intimidation, sensibilisation et information aux victimes d'intimidation, aux proches et aux intervenants. Attention de ne pas confondre ces définitions. Maltraitance, conflit, intimidation. La loi sur l'instruction publique définit l'intimidation comme suit. Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. Ça c'est dans la loi, c'est la définition que nous avons. L'intimidation peut être répartie en 4 types, verbale et écrite, sociale, physique, matérielle. L'intimidation verbale et écrite, réprimander une personne en criant et en jurant, infantiliser une personne aînée, faire des remarques sexistes, homophobes ou racistes, se moquer de quelqu'un en parlant de ses vêtements, de son odeur ou de sa coiffure, créer un sentiment de peur, d'angoisse ou de détresse en proférant des insultes, moqueries ou menaces, donner des noms ou surnoms peu flatteurs, changer constamment les directives ou procédures dans un lieu pour une activité afin d'en exclure une personne, rédiger des lettres d'insultes et de menaces et les acheminer sous le couvert de l'anonymat. Tu sais, quand on entend des fois, surtout dans des CHSLD ou quelque chose comme ça, puis qu'il y a des personnes qui vont insulter quelqu'un à cause qui vont dire, ben, elle a toujours le même linge sur le dos, ou peu importe des choses. Ben, ça, c'est de l'intimidation. L'intimidation sociale, chercher à humilier, à dénigrer ou offenser l'autre en faisant des plaisanteries ou des remarques blessantes en présence d'autres gens. Critiquer constamment et injustement une personne ou rabaisser ses opinions devant les autres. Répandre des rumeurs malveillantes, du commérage, des mensonges ou des insinuations. Regarder l'autre de manière méprisante ou menaçante. Exclure, isoler et éviter une personne lors d'activités sociales, de loisirs ou dans un endroit public. Puis s'immiscer dans la vie privée d'une personne en l'importunant, l'épiant, la harcelant ou la traquant. L'intimidation physique, user de violence physique ou menacer de le faire. Faire trébucher, bousculer, contraindre, pousser ou pincer une personne. Faire des gestes obscènes pour gêner ou humilier l'autre. L'intimidation matérielle, briser, vandaliser, détruire les objets ou les biens de quelqu'un d'autre ou menacer de le faire. S'approprier les objets ou les biens d'autrui, y compris les images provenant d'Internet ou via les réseaux sociaux. On va vous montrer une vidéo qui va vous démontrer plusieurs styles d'intimidation. Oh non, pas encore lui. Bonjour, mon beau monsieur. Bonjour, mesdames. On est à 7 joueurs, là. Je vais juste regarder. Ben, dites pas un mot. Hey, si les autres peuvent arriver... Tabarouette, normal que t'es plate. Ben oui, c'est ça, je suis plate. Je suis plate. Donne-nous une chance pour une fois. Quand il va regarder, le petit monsieur. Hey, vont-ils arriver? Vos amis, ils sont pas là? Non, mais ils vont arriver, là. Ça fait-tu longtemps que vous êtes ici? Ben, assez longtemps pour reconnaître ton air désagréable. Moi, je voulais juste jaser. Je voulais m'informer des activités nouvelles dans la place. Justement, je Hey, voulais... ils vont-tu arriver? C'est beau, j'ai compris.
non, pas encore lui. Bonjour, mesdames. Comment allez-vous? Ça va bien, Jean, et toi? Ah, ça va. Est-ce que je peux me joindre à vous? On est à 7 joueurs. On est habitués de jouer ensemble. L'équipe est complète. Fait que Votre groupe est complet. t'as bien compris. On va voir la gang de tricoteuses là-bas. Ils ont peut-être une place pour toi. Normande, je veux juste vous dire une chose. Je suis venu vous voir pour vous jaser. Pas pour jouer aux cartes. J'haïs ça, les cartes. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, ma Normande. Tu t'es fait avoir? Et arrête de rire de moi. Puis, finalement, votre idée, je la retiens. Je vais aller voir les belles dames qui sont en train de tricoter là-bas. Bonne journée. Oh non, pas encore lui. Bonjour, mesdames. Comment allez-vous? Bonjour, Jean. Comment vas-tu? Ah, ça va. Est-ce que je peux me joindre à votre table? On est assez de joueurs. On est habitués de jouer ensemble. Fait que, comprends-tu le message? Je comprends pas, là. Bien, c'est facile à comprendre. Je le veux pas. Puis notre table est complète. Non, non, Jean, reste ici. Écoute, Normande, j'apprécie beaucoup notre amitié et nos parties de cartes ensemble. Mais ce que je viens de voir là, ça me choque. Puis je trouve que ça fait plusieurs fois que ça arrive. J'ai comme l'impression que c'est de l'intimidation, puis je suis très mal à l'aise avec ça. Fait que si ça continue comme ça, nos parties de cartes, là, ça va être fini. Oh, hein? De l'intimidation. Ben, voyons donc, oui. L'intimidation se manifeste par des paroles et des gestes qui blessent. Les témoins peuvent faire la différence. Exprimez-vous. Les personnes qui intimident utilisent du pouvoir pour avoir le contrôle sur les autres. L'intimidation, c'est un comportement appris et les comportements appris peuvent être changés. L'intimidation existe partout. L'intimidation, ça fait mal. Pour y mettre fin, il faut briser le silence. Parlez-en. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo qu'on vous a présentée, l'intimidation, c'est sous plusieurs formes. Les personnes qui sont témoins de l'intimidation, c'est important aussi. Stéréotypes et préjugés envers les personnes aînées. C'est soit sur la religion, ethno-culturelle, les classes sociales, l'orientation ou identité sexuelle, l'apparence physique, problèmes personnels, troubles ou problèmes de santé mentale, déficience intellectuelle, personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, puis les troubles cognitifs. Les troubles cognitifs puis la santé mentale, ces mêmes troubles cognitifs ou de santé mentale peuvent amener des aînés à intimider d'autres de façon non intentionnelle, sans chercher délibérément à leur nuire ou à leur faire du mal. Elles peuvent déformer la réalité ou démontrer moins de pudeur et de réserve dans leurs échanges verbaux ou physiques envers les autres. La présence de troubles cognitifs ou de problèmes de santé mentale chez certaines personnes aînées les rend susceptibles d'être intimidées. Elles peuvent discuter avec une personne imaginaire ou réagir à d'autres stimulus invisibles. Elles peuvent donc subir des actes de riposte provenant des autres personnes qui ne comprennent pas leur comportement. Environnement et milieu de vie, ça peut se passer dans le domicile privé, résidence pour personnes âgées, autonomes ou semi-autonomes, milieu de vie offrant des soins et des services aux personnes aînées tels que les centres de jour, milieu de vie collectif dont les centres d'hébergement, dans les CHSLD, les ressources intermédiaires, puis les habitations à loyer modique, comme les HLM, clubs, associations, regroupements sociaux, communautaires, sportifs, culturels, politiques ou autres, des endroits publics tels que les centres communautaires, les centres commerciaux, les magasins, les restaurants,
travail et en droit de bénévolat. Il existe plusieurs autres obstacles à la demande d'aide chez les personnes aînées, tels que la peur de déranger, la certitude qu'elles n'ont pas besoin d'aide, de services d'aide, la méconnaissance de l'intimidation. Puis parfois, les aînés n'ont pas conscience qu'ils subissent de l'intimidation parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'intimidation. Un sentiment de peur, de représailles, de honte, de culpabilité, l'oubli ou l'inapplication de son pouvoir d'agir, le manque de confiance en soi, la conviction que la personne intimidatrice obtiendra ce qu'elle veut malgré les interventions. Peu importe ce qui va se passer, elle pense que ça va continuer quand même. La crainte du recours aux services policiers ou juridiques pour le temps, l'argent et l'énergie à investir dans ce type de cause. Les conséquences possibles, l'intimidation envers les personnes aînées engendre des préjudices graves pour les personnes qui la vivent. Elle peut aussi avoir un effet négatif sur leur entourage. Des impacts négatifs peuvent être aussi observés au plan de leur santé mentale. Le contexte social dans lequel évolue la personne aînée victime d'intimidation se trouve aussi négativement affecté. Les conséquences émotionnelles et psychologiques, c'est la rage, la colère, la frustration, l'état de choc, l'honte ou la gêne, la déception et la peine, le sentiment d'injustice, d'impuissance, la peur de la dénonciation et des représailles, sentiment de culpabilité, puis l'insécurité, le stress, l'angoisse, l'anxiété, la panique, le malaise et nervosité en présence de certaines personnes, en particulier, symptômes de stress post-traumatique, confusion ou difficulté de concentration, perte d'estime de soi, baisse de morale, découragement, passivité, la détresse psychologique ou la dépression, puis l'idée ou tendance suicidaire. Maintenant, les conséquences physiques, tu as le manque d'énergie, l'insomnie, cauchemars et autres troubles du sommeil, l'abus de substances, prennent trop de médicaments, trop d'alcool, diminution ou perte d'appétit, malnutrition ou déshydratation, prise ou perte de poids, l'hypertension, maux de tête, blessures inexpliquées, laisser aller de son apparence physique, puis apparition ou aggravation d'une maladie. Les conséquences sociales, l'isolement et repli sur soi, comportement de retrait inhabituel, malaise et hésitation à discuter de la situation, regard fuyant en présence de là où les personnes qui font l'intimidation, désir de quitter son milieu de vie, puis réputation entachée. Les pistes d'action. Chaque personne doit se sentir concernée par l'intimidation. Il faut agir dès les premiers signes, puis dénoncer les situations. L'engagement dans la prévention et la lutte contre l'intimidation interpelle tout le monde. C'est les victimes, c'est les parents, c'est les amis, les intimidateurs, les témoins, les pairs, les bénévoles, les intervenants, puis les gestionnaires. Le pouvoir d'agir, s'affirmer et prendre position face à l'intimidation en tant que victime ou témoin, en dénonçant le comportement dérangeant. Reconnaître aux personnes aînées la capacité d'occuper elles-mêmes une place active dans la saine gestion de leur situation. Il s'agit de permettre à la personne aînée de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur ses choix, en utilisant ses forces personnelles pour se mettre en action. Le pouvoir consiste en la possibilité de choisir librement, puis agir vise à transformer un choix ou une décision, puis à se comporter en fonction de cette décision, tout en étant prêt à en assumer les conséquences. Dans la vidéo qu'on vient de voir, qu'on a vue, le pouvoir d'agir, le monsieur, il est retourné 3 fois, là. Tu sais, ça veut dire que lui, là, il voulait vraiment faire quelque chose. Il ne voulait pas seulement se sentir intimidé, il voulait que ça se corrige. Dans ce qui suit, des conseils seront énoncés pour chaque personne concernée par l'intimidation. Les victimes, les parents, les amis, les intimidateurs, les témoins, les pairs, les bénévoles, les intervenants, puis les gestionnaires. Maintenant, des conseils aux victimes d'intimidation. Apprenez à vous affirmer, à dénoncer avec respect le comportement qui vous dérange, puis demandez que l'intimidation cesse. Évitez de rendre l'appareil ou d'envenimer la situation quand vous pourriez être perçu comme la personne qui intimide. Évitez de passer du temps seul avec l'intimidateur. Ne gardez pas le silence. Parlez de votre situation à un membre de votre famille, un ami, un voisin, un intervenant ou toute autre personne à qui vous avez confiance. Puis surtout, vous n'avez pas besoin d'avoir honte de la situation. Combattez le plus possible votre peur des représailles. Évitez l'isolement, s'entourer de personnes de confiance, créer une situation propice à la bonne communication, dans un endroit où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Faites appel à des ressources d'aide locales, régionales ou provinciales qui pourront vous offrir le soutien supplémentaire dont vous avez besoin. Contactez les services policiers de votre région si votre sécurité est menacée. Lorsque vous aurez demandé à votre intimidateur de demander d'arrêter puis que cela continue, prenez le plus de notes possible parce que c'est important de conserver une preuve. Parce que si jamais ça va plus loin,
bien, c'est important que vous ayez noté la date, l'heure, la description de l'incident, le plus détaillé possible, le nom des témoins qui sont là, vos sentiments lors de ce moment-là, puis ce que vous avez fait comme geste, vous, face à cette situation. Dans ce cas-là, l'importance des témoins est très, très importante. Les témoins jouent un rôle déterminant dans les situations d'intimidation envers les personnes aînées. Puis là, on dit, bon, ben, c'est les proches. Le témoin, c'est des proches, un participant, un bénévole, un gestionnaire, un intervenant, un résident ou un ami. L'importance des témoins. Il y a plus de témoins en situation d'intimidation qu'il y a d'intimidateurs. Les témoins sont plus nombreux et plus susceptibles de convaincre les autres témoins de mettre fin aux gestes d'intimidation. Puis souvent, lorsqu'un témoin se manifeste, bien, il y en a d'autres qui vont arriver en arrière et vont dire « oui, oui, c'est vrai ». Le témoin peut choisir d'influencer l'opinion des autres témoins en faveur de la victime ou en faveur de l'intimidateur. Le témoin peut avoir un effet réel sur la continuation ou non de la situation d'intimidation. Dans le rôle du témoin, par votre présence en tant que témoin, vous faites partie de la situation de l'intimidation. Que vous participez ou non à la situation d'intimidation comme témoin, vous serez affecté par l'acte que vous avez observé. Briser le silence est nécessaire afin d'éliminer l'intimidation. Un simple geste peut faire une différence en contribuant à protéger les victimes potentielles puis en sécurisant leur environnement. Puis votre implication en tant que témoin peut encourager la victime à s'affirmer puis aider l'intimidateur à chercher de l'aide aussi. Conseil aux témoins, dénoncer le comportement qui dérange, demander à la personne qui intimide de cesser de le faire, discuter seul avec la victime et prenez le temps de connaître son état, de comprendre comment elle se sent par rapport à votre intervention, puis ce qu'elle projette de faire. Si elle semble peu portée à se confier, signifiez-lui que vous demeurez ouvert à la discussion à un moment ultérieur. Vous pourriez utiliser la même stratégie d'écoute et de discussion auprès de l'intimidateur afin d'entendre ses propos, mais sans avoir à jouer le rôle de messager ou de médiateur entre lui et la personne intimidée. Évitez de prendre en charge la situation sans l'accord de l'aîné, parce que si vous voyez une personne qui est intimidée, il faut qu'elle soit d'accord. Si elle ne veut pas d'aide, vous respectez son choix. Réagissez à nouveau si l'intimidateur récidive malgré votre intervention en lui disant que son comportement demeure inacceptable et qu'il doit arrêter de faire ses gestes. Informez la personne intimidée que vous prendrez l'initiative d'aviser un employé, un intervenant ou toute autre personne dans le milieu pour intervenir dans ce genre de situation si sa sécurité est compromise. Les proches et les intervenants. Tout proche ou intervenant auprès des aînés devrait avoir accès à du soutien, de l'accompagnement, de la formation dans l'application de l'approche et de la bientraitance au quotidien. Les intervenants et les membres de l'entourage de la personne aînée devraient tous collaborer ensemble afin de s'assurer du bien-être de la personne aînée. En tant que professionnel, proche, bénévole ou intervenant, l'accès à une formation ou à des outils peut aider à repérer plus facilement les manifestations d'intimidation puis mieux comprendre les conséquences. Cela nécessite une formation régulière, une diffusion d'informations constante puis des discussions continuelles entre le personnel, la clientèle, l'aîné et leur entourage. Les accompagnateurs, qui sont-ils? Les proches, les professionnels, les intervenants offrant des soins et des services aux personnes aînées, la famille, un ami, un autre résident, un bénévole ou un employé. Cette personne clé est une personne en qui il a confiance et il saura probablement la désigner par lui-même. L'écoute, c'est faire abstraction de ses perceptions, interprétations, valeurs. Être intéressé réellement et croire la personne. Écouter et non essayer de comprendre. Recevoir et non émettre. C'est très important. Les stratégies d'écoute à privilégier, ce n'est pas le nombre de questions qui compte, mais le type de questions. Au lieu de demander ce que l'intimidateur a dit ou fait à la personne intimidée, vous devriez plutôt la questionner sur ce qui lui est arrivé et comment est-ce qu'elle s'est sentie. Résistez à la tentation de donner votre propre opinion ou d'émettre un jugement sur ce qui se passe. Puis n'essayez pas non plus de chercher un coupable, puis essayez tout de suite de trouver une solution. Amenez la personne à envisager qui d'autre peut avoir été affecté par la situation et de quelle façon. Demandez à la personne quelles sont ses attentes par rapport à vous, ainsi que ce qu'elle souhaite faire pour établir la situation. Il faut aussi mettre ses limites. Comme personne accompagnatrice, vous insistez sur votre présence et votre disponibilité, et ce, dans la mesure de vos limites personnelles et professionnelles. Expliquez votre rôle et le soutien que vous pouvez apporter à la personne qui se confie, sans créer de fausses attentes. Au besoin, dirigez la personne vers les services appropriés. Vous pouvez demander et obtenir de l'aide si vous n'êtes pas à l'aise d'intervenir dans une situation donnée. Référez-vous à une autre personne ou à un organisme. Vous n'avez pas à résoudre le problème de l'autre personne. Soyez son soutien, car la personne aînée est la mieux placée pour prendre sa propre décision. La sécurité d'abord.
La sécurité de la personne doit être en tout temps assurée. Si la personne aînée que vous accompagnez est en danger, bien ça, c'est facile. C'est le 911, on va à la police, on explique la situation qu'elle vit, puis les services policiers peuvent lui fournir toute l'information nécessaire sur ses droits et recours. La victime pourra discuter de sa situation en toute sécurité et confidentialité, et elle sera dirigée vers les ressources appropriées. Si toutefois sa situation ne requiert pas de porter plainte à la police ou qu'elle ne désire pas le faire, elle pourra s'en renseigner sur le processus judiciaire et les services de soutien offerts dans ce cas. L'intimidation, c'est pas une plaisanterie. C'est pas un conflit nécessairement entre deux personnes non plus. L'intimidation peut résulter des comportements, paroles, actes ou gestes qui ont pour effet d'engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser une personne. Tu sais, si dans un CHSLD, quelqu'un voit une même personne qui porte le même gilet 2 jours de suite, bien là, s'il fait un commentaire comme de quoi que ben tu t'es pas lavé, tu pues, tu pourrais mettre d'autres choses, bien c'est de l'intimidation. Tu sais, les personnes ne peuvent peut-être pas nécessairement s'en rendre compte, mais c'est de l'intimidation. Étant donné que toute forme d'intimidation ne correspond pas à un acte criminel, ni même à une faute civile, il est souvent possible d'y mettre fin sans intervention judiciaire ou policière. On parle un peu aussi d'un acte criminel. C'est une personne aînée qui est intimidée ou cyber-intimidée peut également être victime d'un acte criminel. Quand ça arrive, bien là, c'est là que c'est important de contacter la police. Les comportements, paroles, actes ou gestes de la personne qui intimide constituent des actes criminels, notamment en présence de l'incitation ou de l'aide au suicide, l'extorsion, la fraude, l'incitation publique à la haine, l'intimidation au sens de l'article 423 du Code criminel, harcèlement criminel, diffamation, méfait, une publication non consensuelle d'une image intime, profération de menaces, utilisation non autorisée d'un ordinateur, la violence, voie de fait et le vol. Lors d'un acte criminel, pour obtenir des conseils juridiques, il faut s'adresser à un avocat ou à un notaire. Par ailleurs, seul un avocat peut intervenir devant le tribunal pour faire cesser une situation indésirée ou demander la réparation d'un préjudice en cas de conflit. Si la sécurité de la personne aînée est compromise, automatiquement, si on parle de sa sécurité physique, bien, c'est les services d'urgence 911 ou Info Santé au 811. Merci. Bonjour tout le monde, messieurs, mesdames. Je m'appelle Vincent Harvey. Je viens du service d'intervention de proximité Domaine du Roi. C'est un organisme de travail de rue, mais qui est viré en travail de proximité, qui fait du travail de rue, mais aussi du travail de milieu. La différence entre travail de rue et travail de milieu, le travail de rue, c'est qu'on est vraiment dans la rue, proche des gens. Le travail de milieu, c'est qu'on va vraiment dans les milieux de vie, que ce soit dans les, mettons, les restaurants, les centres d'achat, les bars. Dans ce cas-ci, il y a aussi les résidences. Et pour ma part, moi, je suis ce qu'on appelle un ITMAV. ITMAV, c'est un intervenant auprès des aînés en situation de vulnérabilité. Nous, on couvre de 50... L'ITMAV, il est couvert de 55 ans et plus, puis c'est à travers toute la MRC. On part de, justement, l'Adoré Saint-Méthode, le secteur Saint-Méthode, jusqu'à la Bouchette Saint-André. On couvre tout le territoire. C'est un service qui est offert à la population. C'est gratuit, c'est confidentiel. Donc, si jamais vous avez besoin, vous pouvez nous rejoindre et je vous expliquerai tout le reste en détail. Et pourquoi parler d'intimidation? Parce qu'on entend beaucoup parler depuis quelques années. Puis, ça a débuté à la base de venir faire des ateliers, un atelier sur l'intimidation auprès des résidences. Et ça en a suivi ensuite auprès des HLM et ensuite une activité conjointement avec la QDR. Donc, c'est par rapport à ma partie, c'est pour ça. J'ai avec moi une collègue d'un autre organisme, le CALAX. Je vais vous laisser se présenter même. Oui, bien en fait, là, comme vous pouvez voir, là, c'est indiqué, c'est le CALAX Centrel. Là. Moi, je m'appelle Camille Larouche. Est-ce qu'il y en a qui connaissent c'est quoi le CALAX Centrel? C'est peu connu. En fait, le CALAX Centrel, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui travaille auprès des femmes victimes d'agressions sexuelles. Donc, nous, notre majeur, c'est vraiment de venir travailler auprès des femmes victimes. Par contre, on dessert d'autres services. Donc, on vient travailler auprès des proches des victimes. Donc, quand on parle des proches, c'est vraiment que ce soit le conjoint, la conjointe, un enfant, un parent, peu importe la personne, qui voudrait aider la personne qui a été victime à cheminer. On offre le soutien. Ensuite, on fait des services auprès de la population. Donc, on fait de la sensibilisation. Cette année, on a décollé des animations dans les écoles. Donc, nous, on dessert tout le lac Saint-Jean. Donc, on est rentré dans les écoles secondaires. On fait de la prévention auprès des jeunes. Cette année, on a parlé du consentement et des agressions sexuelles. Et on fait aussi de la lutte
auprès de la population. Donc, on a des journées de sensibilisation qu'on se mobilise. On essaie de mobiliser les gens aussi, puisque c'est une problématique qui touche tout le monde en principal. Et bien, s'il y a des hommes, des fois, qui sont victimes d'agressions sexuelles, ils peuvent aussi venir cogner à notre porte, nous téléphoner, peu importe, puis nous, on va les référer vers les bonnes ressources. Donc, la raison pour laquelle je suis avec Vincent aujourd'hui, c'est que la maltraitance, c'est vraiment un sujet qui est important. Puis souvent, bien, il faut apprendre à s'affirmer, il faut des fois mentionner que le consentement, on a le droit de le manifester. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé ensemble de décoller une animation. La maltraitance, on va commencer avec des synonymes. On parle d'abus, on parle d'exploitation, on parle de négligence, on parle aussi de violence. Dans le fond, la maltraitance, par définition, ça consiste en un ou plusieurs gestes ou une absence d'action appropriée qui cause du tort ou de la détresse à la personne aînée. Oui, ça peut ressembler à ce qu'on appelait justement, on avait l'intimidation, mais la maltraitance peut être une coche au-dessus de l'intimidation. Ensuite, ça se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et elle peut être intentionnelle ou non. On peut faire de la maltraitance sans s'en rendre compte, d'où nécessairement la négligence, mais on peut faire exprès aussi, et on va vous expliquer plus en détail les raisons. Type de maltraitance. Il y en a 7. Psychologique, qu'on parle de la violence verbale, l'intimidation. Physique, sexuelle, matérielle ou financière, organisationnelle, l'AGIS, et aussi la violation des droits. La maltraitance, lorsqu'on parle de violence, c'est de malmener une personne ou de la faire agir contre sa volonté en employant de la force ou justement l'intimidation. C'est là qu'on met l'intimidation justement au niveau de la maltraitance, qui est une forme de violence. Tandis qu'au niveau de la négligence, c'est de ne pas se soucier de la personne, notamment par une absence d'action appropriée, afin de répondre à ses besoins. La violence, c'est quand on agit. La négligence, c'est quand on n'agit pas. Si on arrive à la maltraitance psychologique, c'est des gestes, des paroles ou des attitudes qui constituent une atteinte au bien-être ou à l'intégrité psychologique, que ce soit simplement une insulte ou vraiment qu'on parle d'intimidation à très long terme. Quand on parle de violence, on fait du chantage, on fait de la manipulation, on fait de l'humiliation, on insulte, on infantilise, on dénigre, on fait des menaces verbales ou non verbales. Juste un geste que je vais vous faire, vous arrivez, vous pointez quelqu'un comme si c'était un fusil, ce n'est justement qu'on peut arriver à de l'intimidation, voire à de la maltraitance. La privation de pouvoir, on surveille exagérément les activités. C'est comme si vous auriez un centre de jour ou toute autre activité, puis que l'intervenante ou la personne ne vous aime pas. Elle scruterait tous vos faits et gestes juste pour que vous vous sentiez pas bien, pour qu'elle puisse avoir à quelque part un certain gain. Négligence, c'est qu'on rejette quelqu'un, on est indifférent, on l'isole socialement, etc. Retenez que de la maltraitance, souvent, ça peut être 2 ou 3 qui sont interreliés ensemble. Psychologique, je veux dire, financière peut régner avec la psychologique ou la physique. Mais dites-vous que la psychologique, je vous dirais, c'est elle qui est justement la plus présente auprès des aînés. Souvent, c'est que quand on va voir la personne arriver, on va sentir un malaise. Donc, tu sais, la personne va être dans la pièce et on va avoir tendance à se dire « Oh mon Dieu, je ne peux pas rester là, fait que je vais me retirer ». La personne nous a rien fait pour le moment, mais c'est tellement... Tu sais, des fois, c'est juste les regards qui sont déplacés ou les paroles. Donc, quand ça devient répétitif, on vient à se retirer sans que la personne en fait juste... passer, puis son regard montre que, justement, elle a comme un certain pouvoir sur vous. Et souvent, c'est ce qui va définir ce que la personne vit, une maltraitance psychologique. Si vous rentrez dans une cafétéria, la personne intimidateur rentre, puis que vous voyez qu'une personne qui s'en va tout de suite, des fois, c'est des signes qui peuvent être démonstratifs que la personne est intimidée là, ou qu'elle vit de la maltraitance psychologique. Parce que comme vous auriez vu dans la vidéo, la madame, à quelque part, elle s'acharnait un peu sur le monsieur. Mais si le monsieur, à toutes les fois, il contournerait la table, puis que la madame, là, elle redonnerait un autre commentaire, puis un autre commentaire, là, ça serait une coche au-dessus. Maltraitance physique, c'est tout geste, action qui est portant envers quelqu'un au niveau physique. Si on pense à de la violence, si on parle ici de bousculade, des coups, des brûlures, on force quelqu'un à manger, on ne lui administre pas la médication de façon appropriée. Une utilisation inappropriée d'une contention, c'est quand on empêche quelqu'un d'agir en utilisant la bonne force. Lorsqu'on parle de violence, c'est si on n'utiliserait pas la bonne force à quelque part.
Vous êtes dans une résidence, puis vous voyez une de vos personnes que vous entendez bien vouloir aller frapper quelqu'un d'autre. Vous auriez le préposé qui arriverait, puis qui l'empêche justement de donner son coup. La violence, je veux dire, la force qui n'est pas appropriée, c'est si le préposé, justement, il prendrait son bras, mais il le mettrait en arrière, puis mettons qu'il twisterait, puis ça ferait mal à la personne, ou qu'il décide tout bonnement de la jeter à terre. Ce n'est pas une force qui est tolérée. Fait que ça peut entraîner justement des complications physiques à quelque part. Fait que si je vous dirais que l'endroit a un protocole au niveau de la contention, là, c'est problématique. Mais rendu là, on rentre dans la maltraitance qui est plus au cirque organisationnel. Négligence. On parle ici de privation des conditions raisonnables de confort ou de sécurité. On ne porte pas assistance à l'alimentation. Vous auriez votre conjoint qui a de la misère à manger, qui demande de l'aide justement pour couper sa nourriture et des choses comme ça, mais soit vous feriez exprès pour lui donner des trop gros morceaux ou tout simplement vous la laissez faire à quelque part. Ça rentre justement dans la négligence. Non-assistance dans l'habillement, dans l'hygiène ou la médication lorsqu'on est responsable d'une personne en situation de dépendance. Vous êtes la personne qui vous en occupez, mais vu que, dans le fond, vous faites ça pour certains prétextes, bien, vous laissez la personne, justement, s'occuper d'elle-même sans y porter assistance. C'est là, quelque part, qu'on rentre, justement, dans la négligence. Ensuite, on poursuit avec de la maltraitance sexuelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est des gestes, des actions, des paroles, tout en lien avec la connotation sexuelle qui va porter atteinte au bien-être d'un individu. Donc, quand on parle de violence, là, c'est vraiment tous les propos, que ce soit des blagues, des insultes, que ce serait, quand on parle que c'est à la connotation sexuelle, que ce serait quelqu'un qui ferait de l'exhibitionnisme ou qui serait un voyeuriste. C'est quelqu'un qui ne vous laisse pas dans votre intimité, qui est tout le temps en train de s'insurger, puis qu'il ne vous laisse pas dans votre intimité, justement, que ce soit des attouchements, que ça pourrait aller jusqu'à plus loin au niveau des agressions sexuelles. Tout ça, ça rentre dans la violence sexuelle, violence sexuelle et maltraitance sexuelle qu'un individu peut vivre. Et à l'inverse, de la négligence, c'est vraiment quelqu'un qui sait que vous êtes brimé dans votre intimité, mais qui n'y agit pas. Qui ne vous reconnaît pas dans votre orientation sexuelle. Il y aurait quelqu'un qui serait dans une résidence, que c'est un couple homosexuel, puis que les résidents ne veulent pas reconnaître leur orientation. Ça vient de la négligence parce que chaque individu a le droit à avoir leur orientation sexuelle, surtout dans la société dans laquelle on vit en ce moment. Chaque personne a le droit à avoir son identité et son genre. Maltraitance matérielle ou financière, Dieu sait qu'on en parle de celle-là. Obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens ou des documents légaux de la personne, absence d'informations, mes informations financières ou légales. Tout ce qui est en lien avec, justement, soit du juridique ou les biens ou tout ce qui est compte bancaire des individus. La violence, on fait de la pression pour modifier un testament. Ça, on l'entend beaucoup. Tu sais, on arrive, qu'on a maintenant les grosses familles, les parents ont quand même été capables de se bâtir quelque chose de quand même raisonnable. Il y en a qui ont réussi à percer puis ont des gros montants dans le compte bancaire. Fait que les enfants, les petits-enfants ou un membre proche de la famille peut arriver et tout simplement faire pression comme quoi « Ah, mais t'es ma grand-mère préférée ou t'es mon grand-père préféré, j'ai tout le temps été proche de toi, donc j'aimerais vraiment ça que tu me mettes aussi sur ton testament parce que j'en ai fait beaucoup pour toi. » Ensuite, transaction bancaire sans consentement, c'est-à-dire une utilisation d'une carte bancaire, transaction Internet, etc. Pour éviter justement ce point-là, le principal, c'est quand on demande quelqu'un comme mandataire, c'est d'indiquer que pour faire un retrait bancaire, quoi que ce soit, il faut toujours qu'il soit deux, la personne et aussi la personne qui était mandatée pour l'accompagner. Mais on en voit beaucoup, justement. Tu sais, des transactions bancaires que quelqu'un décide sans consentement d'aller dans le compte Internet puis sortir 50, 100, 200 $ sans même avertir l'autre personne, malgré qu'elle lui a donné le droit d'aller dans le compte. On parle ici, justement, d'une fraude, puis Dieu sait qu'il y en a. Ensuite, détournement de fonds ou de biens, prix excessif demandé pour des services rendus, usurpation d'identité. Négligence, c'est à l'inverse. On n'a pas géré les biens dans l'intérêt de la personne ou ne pas lui fournir les biens nécessaires lorsqu'elle en a la responsabilité. Vous seriez mandataire ou vous voyez que la personne a fait des transactions douteuses pour plein de choses qui ne seraient pas censées ou tout simplement n'est pas en mesure de payer ses comptes ou ça finit en sorte qu'elle est pour faire une faillite.
Si on n'agit pas quelque part, c'est une certaine sorte de négligence. Ne pas s'immerser dans l'attitude d'une personne, de sa compréhension, sa littératie financière. Ne pas s'assurer que la personne, lorsqu'on va à la caisse sur une transaction ou pour tout autre achat, comprend bien c'est quoi qu'elle achète. Vous verriez, mettons, une personne âgée décider d'aller magasiner un auto et par pression, bien, elle décide de dire oui, je vais te l'acheter quand elle n'aurait pas besoin. Organisationnel. Toute situation préjudiciable créée ou tolérée par des procédures d'organisation, telles qu'elles soient, responsable d'offrir des soins et des services de tout type, qui compromet l'exercice des droits et de la liberté de chaque personne. Lorsqu'on parle de violence, c'est des conditions, des pratiques organisationnelles qui entraînent le non-respect des choix des droits de la personne. Exemple, des services offerts de façon brusque. Vous avez signé pour un contrat, puis du jour au lendemain, ils décident de le changer sans vous donner un préavis, puis ils vous forcent à dire « OK, c'est vraiment bon, ce service-là », quand ils savent très bien qu'ils n'en ont pas besoin. Tandis que la négligence, c'est des offres de services inadaptées aux besoins des personnes, directives absentes ou mal comprises de la part du personnel. Vous avez un préposé qui vient vous donner votre bain, votre douche à la maison, mais celui-ci, il se dit dans sa tête, OK, ben moi j'ai déjà mon cours, je sais comment ça fonctionne, tout ça, mais il ne se préoccupe pas justement du bien-être de la personne. Fait que ça va finir qu'à la fin du bain ou de la douche, bien, la personne va avoir des courbatures, elle peut avoir des ecchymoses, toutes sortes de blessures qui peuvent aussi entraîner des situations beaucoup plus graves. Ou tout simplement le fait de ne pas avoir des directives qui sont assez claires. Un autre exemple que je pourrais donner, vous allez à la soupe populaire parce que vous n'avez plus nécessairement les moyens de subvenir à vos besoins. Et la soupe populaire ne prendrait pas en compte que vous êtes diabétique. En temps normal, il y a des plats pour les non-diabétiques puis des plats pour les diabétiques. Si à la soupe, ils décideraient de servir des plats pour monsieur, madame, tout le monde aux personnes qui sont diabétiques, bien, on est négligent quelque part parce que justement, ça peut entraîner des complications de santé. Procédure administrative complexe. Au lieu d'avoir un contrat d'une page, on a un contrat de 4 pages avec des mots qu'on ne comprend que dalle. Formation inadéquate du personnel non mobilisé. Le personnel verrait qu'il arrive une situation quelconque, mais qui n'agit pas. 2 personnes qui sont en train de se battre, quelqu'un qui est tombé, le personnel fait juste regarder. C'est ce qu'on appelle vraiment la négligence. Donc, tonique organisationnelle, c'est toute chose qui est faite par un organisme ou CLSC, des instances politiques, ministérielles, etc. L'AGIS, discrimination en fonction de l'âge par des attitudes hostiles et négatives, des gestes préjudiciables ou de l'exclusion sociale. La violence, c'est qu'on impose des restrictions des normes sociales en raison de l'âge, réduction de l'accessibilité à certaines ressources, préjugés, infantilisation, mépris. Mettons, on dirait, OK, rendu à votre âge, vous n'êtes plus en droit de faire telle chose. On vous restreint à faire des choses, malgré que vous êtes encore capable de vous déplacer, vous êtes encore autonome. La négligence, c'est l'inverse. C'est comme si qu'on vous considérait comme, mettons, que la personne penserait que, OK, ouais, c'est pas parce qu'il est rendu à 85 ans, ben gars, il n'a pas besoin de marchette même s'il en a besoin d'un. Il n'a pas besoin des services même s'il en aurait besoin des services. En gros, la violence, c'est quand on restreint. La négligence, c'est quand on ne prend pas en compte l'âge et les capacités de la personne. Et le dernier, violation des droits, toute atteinte aux droits et aux libertés individuelles et sociaux. On impose un médicament, on fait le déni de droit de choisir, de voter, d'avoir son intimité, de prendre des risques, de recevoir des appels téléphoniques ou de la visite, de pratiquer sa religion, de vivre son orientation. On va vous imposer justement des choses, on va nier justement certaines choses. C'est de l'imposition ou c'est nier. C'est comme si vous seriez en résidence puis que normalement, il y a des boîtes de scrutin qui sont là justement pour que les personnes puissent voter. Bien, ils décident du jour au lendemain de faire « Oh my God, vous n'avez pas le droit de voter ». La négligence, c'est la non-information ou de la mésinformation sur les droits, ne pas porter assistance dans l'exercice de ses droits, la non-reconnaissance de ses capacités. On ne reconnaît pas la personne dans son entièreté telle qu'elle est. C'est quoi le pourcentage d'aînés qui vivent la maltraitance? C'est une personne sur 8, c'est à peu près 15 %. Le 15 %, c'est ce qui est recensé. Ça ne dit pas les autres, parce qu'on sait très bien qu'il pourrait avoir plus qu'une personne sur 8, ça pourrait être une personne sur 7, sur 6, ça pourrait être 20 25 %. Il y a beaucoup de cas qu'on ne sait pas forcément. Puis comme on parlait justement au niveau de l'intimidation, bien, il y a beaucoup de personnes qui pensent que vu que ça reste chez eux, bien, il ne faut pas que ça sorte de là. Aussi, selon le ministère de la Sécurité publique du Québec, les aînés sont moins victimes d'infractions que la population en général, ce qui est positif. Mais il y a plus souvent des menaces, des vols qualifiés,
du harcèlement criminel et moins souvent des voies de fait et des infractions sexuelles. Mais ce qui est positif, c'est que le nombre de signalements est en hausse depuis les 5 dernières années. Il y a beaucoup plus de cas qui sont justement dénoncés. C'est un cas sur 3 au niveau de la maltraitance qui est financière, un cas sur 3 qui est psychologique. Ensuite, on a la violation des droits de la personne, maltraitance physique, et ensuite on baisse organisationnelle, et le plus bas est au niveau de la maltraitance sexuelle. Mais comme on dit, au niveau de la maltraitance sexuelle, je vais te laisser faire la petite parenthèse là-dessus. Oui, bien en fait, la maltraitance sexuelle, là, la raison pour laquelle on peut constater qu'il y a un faible pourcentage, comme là, vous avez vu là, tout à l'heure dans la vidéo, là, on a beaucoup de sentiments de honte, de culpabilité, tu sais, quand faut dénoncer qu'on est victime d'intimidation, de maltraitance. Mais c'est la même chose au niveau des de la maltraitance sexuelle, puis il y a encore une plus grande barrière parce que souvent on se dit, bah, j'ai pas été maltraitée, c'est mon conjoint, ou tu sais, c'est ma conjointe, tu sais, c'est de bonne foi que ça a été fait. Fait qu'on, c'est une violence qui est vraiment faite subtile quand c'est dans la famille. Puis les gens, ils se sentent souvent mal à l'aise d'aller dénoncer, puis d'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de mythes dans la société qui font en sorte que les gens se sentent tout de suite coupables parce qu'ils vont se dire, ouais, ben j'aurais peut-être dû mettre mes limites, ou vu que c'est mon conjoint, ça ne doit pas être nécessairement une agression. Souvent, on va se dire ce que le conjoint veut, il faut le faire, là, mais souvent, il faut changer cette mentalité-là. En fait, là, souvent, là, eux qu'on va voir là, qui sont le moins élevés, là, c'est souvent ça le monde qui ne se rendent pas nécessairement compte qu'ils vivent de la violence au niveau sexuel ou peu importe. Puis, ou souvent, ils vont être limités de dire si je dénonce, comment ça va être reçu. Parce que souvent, quand c'est justement au niveau sexuel, les gens ils ont beaucoup de craintes puis de dire quel impact ça va avoir dans mon entourage. Parce que souvent, la maltraitance sexuelle va être faite par des gens de notre famille, de notre milieu. Fait que là, on se dit, ben il y a une partie on aime la personne, mais on n'aime pas les agissements. Donc, souvent, c'est difficile d'aller dénoncer à ce moment-là. Puis dites-vous que c'est encore plus difficile quand c'est un homme qui est agressé. Ça, c'était encore pire. Oui. On pense juste justement à l'histoire avec Éric Salvaire, des choses de même. Puis autant qu'il y a beaucoup de monde qui félicite l'homme, autant parce que ça fait 25 ans des choses de même, il y a encore beaucoup de commentaires négatifs. Puis c'est pas très joli, disons. Mais c'est ça. Les chiffres dans l'ensemble, il faut les prendre en considération, mais il faut toujours voir que ceux qui sont les moins hauts, mais il y aurait toujours possibilité à ce que ceux-ci soient beaucoup plus hauts, effectivement. Indice de repérage. La personne aînée, quand elle va vivre la maltraitance, elle va exprimer qu'on la maltraite, qu'on la punit constamment. Elle va pleurer facilement en relation avec un aidant ou une personne de confiance. Vous voyez votre ami ou une personne dans votre entourage, puis quand elle est avec vous, là, elle a une boule. C'est important d'aller questionner à savoir ce qui se passe, parce que des fois, on arrive, puis c'est ce genre de situation-là. Elle exprime son intention de changer de milieu ou de ne pas y retourner. On dit qu'on lui doit de l'argent, qu'il lui manque de l'argent, qu'on lui réclame de l'argent. Les sollicitations téléphoniques aussi. Ou elle ne parlera pas. Elle va perdre subtilement l'intérêt pour ses activités régulières. Absentéisme, retard chronique aux activités. Vous voyez qu'une personne est toujours là et du jour au lendemain, elle ne vient plus. Premièrement, on va se questionner à savoir, est-ce qu'elle est malade? Mais si elle n'a pas de maladie, rien, mais là, il faut questionner, est-ce qu'il y a une autre raison qui est en dessous? Elle a une apparence négligée, comme on disait même au niveau de l'intimidation, l'hygiène, la tenue vestimentaire. Puis, pour vous dire, des aînés, juste parce qu'une madame qui décide de porter un nouveau gilet à tous les jours parce qu'elle est fière, la madame ne veut plus les porter parce qu'elle a des commentaires comme quoi que les autres lui disent « Ah, tu portes tout le temps du linge nu. » Imprécision dans la reconstitution des faits. Quelqu'un qui a toujours des chutes, qui a des bleus qu'il n'est pas capable d'expliquer, que ce soit sur les bras, sur les jambes, ou même dans le visage, au niveau des yeux, puis qu'elle dit toujours « Ah, c'est parce que j'ai tombé dans les escaliers. » OK, c'est l'hiver, il y a eu de la glace, ça va. Mais ça arrive 3, 4 fois, là, il faut se poser la question. C'est-tu de la maltraitance due à quelqu'un ou c'est dû au milieu qui ne fait pas sa job, son travail? Elle est embarrassée ou incapable d'expliquer ses blessures. Elle n'est pas capable de reconstituer les faits. Elle requiert la permission ou l'approbation d'une autre personne pour répondre à des questions concernant un événement ou une situation ou laisse l'autre personne parler à sa place. L'abuseur potentiel, au niveau des abus psychologiques, il va harceler la personne, l'intimider. Il va avoir des comportements agressifs envers elle. Il peut avoir des comportements ambivalents. Une journée, je t'aime,
le lendemain, « Ah, ben je t'ai fait mal parce que je t'aime » ou tout simplement « Ah, aujourd'hui, tu m'énerves, je vais te garrocher dans les marches », des choses comme ça. Ensuite, elle tolère à l'endroit de la victime des comportements de bouc émissaire ou fait défaut de protéger la personne d'abus de la part des autres personnes. Vous êtes mandataire de votre père, votre mère ou une personne de votre entourage. Et la négligence au niveau là-dessus, c'est que vous la laissez nécessairement avoir, je vous dirais, des commentaires négatifs des autres, vous la laissez se planter, toutes des choses comme ça. C'est le bouc émissaire, c'est toujours de sa faute. Elle apparaît inutilement exigeante dans les actes de vie quotidienne. Elle impose à la personne des contraintes qui ne se justifient pas. La personne a souvent un plat de chips, elle échappe une chip par terre, l'autre elle dirait carrément « là tu vas nettoyer le plancher ». C'est tiré par les cheveux un peu, mais ça peut être un exemple. Abus physique. On va chercher à contrôler la personne. On va l'accompagner sous l'effet de substances, d'alcool et drogue. On va la surmédicamenter. On va lui infliger des sanctions corporelles. On la prive de vêtements, de nourriture, de soins de base. On peut la priver de médication aussi. On expose la personne à des dangers pour sa santé ou sa sécurité. Puis on y montre peu de respect à son intimité. Au niveau de l'isolement de l'aîné, on prive la personne à l'accès téléphonique ou un contrôle arbitraire de ses communications. On va chercher à savoir à qui qu'elle parle, on va filtrer ses messages. Alors, on va isoler la personne, on va la priver de contact ou chercher à s'isoler avec elle. On va l'isoler puis on va dire, tu sais, on est bien juste nos deux, on n'a pas besoin des autres, nos deux c'est pour la vie, laisse faire ton entourage, tu n'as pas besoin d'autres. Après ça, elle apparaît méfiante face aux tiers qui entretiennent une relation avec la victime. La personne se montre contrôlante, elle limite la durée des visites, elle devient agitée ou inquiète devant un étranger. C'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Où tu l'as connue? C'est quoi ses intentions? C'est le questionnaire de police, en gros. Et elle va témoigner d'une conformité excessive aux consignes de soins et d'accompagnement en présence d'une personne en autorité ou de témoins gênants. Admettons, le préposé il vient, puis là, la personne a le mal, puis là, elle va être un petit peu agitée, elle dira à l'autre, là, tu vas suivre les consignes, puis ça rentre au corps de taureau. On est rendu dans une partie qui est le consentement. C'est donner son accord à une action, projet, acquiescement, approbation, assentiment. Tous des beaux mots pour donner son accord, mais en même temps aussi, c'est de pouvoir donner son opinion dans le sens de pouvoir refuser aussi. Si on y va avec la définition du CALACS, nous, c'est que c'est un accord qui est exprimé clairement, de façon volontaire, de façon libre, éclairée, de façon enthousiaste, tout en respectant les droits fondamentaux dans toutes les sphères. Puis, un consentement, en fait, là, ce qui est très important, c'est qu'il peut être retiré en tout moment. Que ce soit dans n'importe quelle sphère de nos vies, il faut comprendre là, que, exemple, que j'aurais un enfant qui vient me demander quelque chose, de l'argent, justement, puis j'accepte, puis on discute ensemble, puis ce que je comprends, c'est que son argent, il veut l'utiliser à mauvais escient. Bien, j'ai le droit de dire, finalement, j'ai réfléchi, puis je vais reprendre mon argent. Je vais la garder pour moi. T'sais, on a toujours le droit de retourner sur une décision qu'on a prise. Quand on parle de consentement, il y a toujours 4 valeurs qui sont importantes à prendre en considération. Les 4 valeurs, c'est la liberté, l'égalité, le respect et la sécurité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, en fait? C'est que ces 4 éléments doivent être dans le consentement pour qu'il soit valide. Quand on parle de liberté, c'est que d'être libre de pouvoir consentir en tout moment ou de refuser sans avoir peur de subir des conséquences. Donc, c'est pas par la pression que j'ai décidé d'acquiescer à la demande ou de dire, bon, ben si je dis non, je sais que la personne va être fâchée après moi, fait que je suis mieux de dire oui. Fait que c'est à ce niveau-là. Égalité, c'est s'assurer qu'avec la personne, on est égal. Fait que justement, comme je disais, il n'y a pas de pression. Le respect, c'est de se respecter dans nos droits, nos besoins. Et la sécurité, c'est justement s'assurer que si je décide d'accepter une action, je ne me mettrai pas dans le pétrin ou peu importe, je vais m'assurer que la personne aussi est en sécurité. Quand on parle de droits fondamentaux, en fait, là, c'est vraiment au niveau des droits de chaque individu. Là, fait que, comme vous pouvez voir, là, il y en a plusieurs, là, que je vais en nommer juste quelques-uns. Droit à la vie, droit à la liberté, la reconnaissance, la sauvegarde, la dignité, au respect de sa vie. Fait qu'en fait, là, c'est chaque individu, on a des droits, puis c'est en manifestant notre consentement, que ce soit le oui ou le non, que ça va nous permettre de respecter nos droits. L'affirmation, là, c'est vraiment là, de pouvoir mieux se connaître, de répondre à ses besoins. Donc, si moi, ce que j'aime, c'est faire de la couture, de l'écriture, puis aller
faire des activités à l'extérieur, mais souvent, je vais faire des choix en fonction de moi, mes intérêts et mes besoins. Si la personne me demande toujours de rester enfermée dans la maison, puis que c'est pas dans mon intérêt, bien, ça va être normal que je vais vouloir m'affirmer dans le sens de dire, bien, moi, je préfère aller à l'extérieur que rester dans la maison. Ensuite, c'est d'apprendre, ça nous permet de mieux communiquer avec les autres. Justement, en manifestant notre opinion, on manifeste qui qu'on est, puis on vient justement à dire à l'autre personne qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est sûr que si moi, je pense quelque chose puis que je le nomme jamais, c'est dur pour les autres individus alentour de moi de savoir c'est quoi que je pense réellement. Fait que c'est vraiment par l'affirmation qu'on apprend à communiquer avec les autres. Ça nous permet de développer notre estime, justement. Ça nous permet aussi de rester dans le moment présent. En s'affirmant, on accepte les choix, on accepte qu'est-ce qu'on dit. Fait qu'on est moins dans le regret de dire « Oh, j'aurais dû dire ça à la place » ou oh, « J'aurais pas dû accepter d'y donner le 20 $ puis le garder pour moi, j'aurais pu m'acheter un chandail à la place. » Fait que ça évite qu'on ait des regrets quand on s'affirme. Et ensuite, ça évite aussi des malentendus et ça diminue les frustrations. Fait que c'est vraiment là, tu sais, comme on a vu tout à l'heure dans le petit vidéo, quand la femme a décidé de s'affirmer, bien, elle a vraiment pu mentionner qu'elle n'était pas en accord avec le geste que son ami faisait, de dire « Wow, là, on met un stop, moi, j'accepte pas que tu mettes, tu sais, que tu fasses de l'intimidation à cette personne-là. » Fait que, tu sais, ça vient justement rechercher nos valeurs, de dire « Moi, je suis qui comme personne? » Pourquoi, si on ne s'affirme pas, bien, souvent, on vient à l'encontre de nos valeurs. Fait que c'est vraiment important de s'écouter puis de... T'sais, on a souvent une crainte de s'affirmer parce qu'on se dit « je ne veux pas brimer l'autre individu » ou « j'ai peur de déranger ». Mais si on ne s'affirme pas, comme dans la vidéo, qu'est-ce qu'on voit, c'est que souvent les gens alentour, soit qui vont continuer d'agir d'une façon qui vont maltraiter les autres ou qui va être néfaste à notre égard. Fait que c'est vraiment dans un but positif. Puis ce qui est important de comprendre, c'est facile de parler d'affirmation puis de dire on le fait. Mais c'est souvent en y allant faire des petites interventions, puis tranquillement. C'est pas négatif de dire des fois, je vais m'affirmer, puis l'autre fois, ben je me sens un peu moins à l'aise. Fait que peut-être que je ne serais pas allée selon moi, mes intérêts, mais la prochaine fois, je vais en avoir pris conscience. Fait que ça va être plus facile pour moi de m'affirmer par la suite. Fait que c'est vraiment l'objectif des fois de prendre conscience puis de dire, est-ce que je me suis vraiment respectée en acceptant la demande de la personne? Ou en faisant telle action, est-ce que je me suis respectée? C'est toujours dans cette optique-là qu'il faut aller vérifier. Ça faisait mon petit tour sur l'affirmation. Parfait. Comment agir si vous soupçonnez une situation de maltraitance? Donc, c'est de créer un climat de confiance et soyez à l'écoute. Assurez-vous que votre environnement est sécuritaire et soyez vigilant à l'égard des dangers potentiels. Trouvez un moment où vous serez seul avec la personne pour lui faire part de vos préoccupations. Respectez le choix et le rythme de la personne. Tout le monde a un rythme différent. Il y en a qui peuvent vraiment être prêts à parler, comme qu'il y en a que ça peut prendre un certain temps. Demandez-lui s'il y a une personne de confiance à qui elle souhaiterait parler. Un médecin, travailleur social, planificateur financier, infirmière, etc. Accompagnez la personne vers les ressources appropriées si elle le souhaite. Si la personne refuse d'en parler, laissez la porte ouverte et montrez-vous disponible. Dites-lui que vous êtes là en tout temps si jamais il y a quelque chose, puis référez-le aux ressources. Exemple de questions à se poser. Assurez-vous de poser des questions ouvertes à la personne. En intervention, quand on va avoir plus de détails, allez-y pas avec des questions fermées. Des questions fermées, ça se répond par oui ou non. Les questions ouvertes, c'est demander des détails sur les choses, comme quoi vous aurez en masse justement d'explications pour ensuite pouvoir accompagner la personne à formuler une plainte. Donc, évitez des questions trop directes pour ne pas vous bousculer. Comment ça va? Pouvez-vous me décrire comment ça va à la maison? Comment voyez-vous votre situation? Vous semblez inquiet par rapport à vos finances. Qu'est-ce qui vous inquiète à ce sujet? C'est sûr que de parler finances, c'est quelque chose d'assez touché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous rend mal à l'aise? Comment peut-on vous aider? Tu sais, dans la plupart des questions nommées ci-dessus, bien, la personne pourrait dire « Je vais bien, merci », puis ça ferme. C'est pour ça d'y aller, de faire attention justement à ces questions-là pour éviter que la personne décide de vous couper la parole ou de ne pas avoir assez de détails. Pour finir, on vous parlait un petit peu des ressources qui sont disponibles justement pour vous. En premier, on a la QDR. Pas besoin de présentation, je pense. Ensuite, le CALAX, avec Camille. Équijustice, c'est la médiation citoyenne. Si vous vivez un conflit avec justement avec un voisin, une personne de votre entourage, puis
puis vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, les deux parties ne se parlent pas, mais vous pouvez justement faire affaire avec qui justice si l'autre personne, évidemment, accepte aussi de passer par la médiation. Fait que ça évite justement de rembobiner, par exemple, des problèmes de voisinage. Je vais vous donner un exemple de une aide d'équijustice qu'elle nous disait, c'était un monsieur puis une madame qui était un voisin, mais le monsieur, il était tout le temps fort. Il chialait après madame parce que, dans le fond, le chien, il était toujours sous sa cour puis il avait ses besoins. Fait qu'elle comprenait pas trop pourquoi. Fait qu'à force de se parler des choses de même, ben, elle s'est comme rendu compte qu'elle n'avait pas attaché le chien. Juste une petite chose de même a créé une situation d'une ampleur plus grande que nature. Tout ça, finalement, pour attacher un chien. Donc, pour éviter justement des situations, que la situation s'envenime puis que ça revienne justement des avocats, des choses comme ça, bien, la médiation citoyenne, c'est justement, je vous dirais, la bonne chose à faire. Il y a 3 personnes qui sont des médiateurs et qui sont formés spécifiquement pour ça. On a Mme Michelle Claveau, on a Mme Nicole Bilodeau, qui est à la mairie de Roberval, qui est conseillère, puis on a l'avocat M. Michel Loranger. Pour le secteur de Roberval-Saint-Félicien à la MRC. Ensuite, on a, comme on parlait tantôt, Info Santé, Info Sociale. La ligne Info à Buéné, c'est un numéro 1888, puis je l'ai essayé. Vous appelez directement à la ligne et vous ne passez pas par une boîte qui vous dit faire le 1, le 2, le 3. Vous arrivez directement à une intervenante ou un intervenant qui va rentrer en communication, vous lui racontez la situation et la personne va vous conseiller sur la bonne façon d'intervenir par rapport à tout le type de maltraitance ou de situation en général qui requiert justement de l'assistance. On a aussi Mme Annette Charbonneau, qu'on collabore beaucoup avec. Puis il y a nous, le service d'intervention de proximité. On est 2 intervenants au niveau des aînés. Il y a moi et ma collègue Vanessa. Mais la majeure au niveau des aînés, c'est moi. Donc, gênez-vous pas. On est ouvert du lundi au vendredi. On travaille le matin, l'après-midi et même les soirs de semaine. On vous remercie. Puis jamais vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations sur nos organismes, on a justement nos feuillets. Puis les gens en général sont très satisfaits de ça. Donc, gênez-vous pas. C'est gratuit et confidentiel. On vous remercie beaucoup.